Il est 19h05, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Merci aux personnes qui se sont connectées. Bonsoir à toutes et tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire de présentation du compte-rendu et du bilan du débat public. Débat public qui est apporté, comme vous savez, sur l'avenir du réseau électrique et qui a été organisé par la Commission nationale du débat public. Ce débat public, il a eu lieu du 4 septembre dernier au 14 janvier 2026, donc sur plusieurs mois. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous partager à la fois le bilan du débat qui a été dressé par le président de la Commission nationale du débat public, Marc Papinutti, mais aussi tout le compte-rendu du débat qui retrace tous les arguments qui ont été présentés lors de ce débat public. Et l'équipe du débat va s'atteler à vous restituer ce document. Je précise que ces deux documents, vous les avez peut-être déjà consultés puisqu'ils sont en ligne depuis vendredi dernier. Donc peut-être que vous avez eu l'occasion de déjà les découvrir sur le site du débat. On va vous repartager les liens dans le chat pour que vous puissiez les découvrir. Mais ce webinaire, il est dédié précisément à la restitution de ces deux documents. Donc pour ma part, je suis Sophia Liamé du groupement WDPE et je suis chargée d'animer cette rencontre aux côtés de l'équipe du débat. Quelques règles du jeu que vous connaissez bien et que vous connaissez déjà si vous avez déjà participé à ce débat public ou à un débat public organisé par la CNDP. Le premier, c'est un principe d'écoute et d'accueil respectueux de la parole de toutes et tous à l'égard de toutes les personnes présentes, de l'équipe du débat, de l'équipe de la CNDP et aussi à l'écrit dans le chat, notamment lors des temps d'échange. Le premier principe qu'on vous propose aussi de respecter, c'est un principe de concision pour que chacun, chacune puisse s'exprimer. Certains et certains d'entre vous ont participé à plusieurs rendez-vous du débat. On va s'assurer que chacun, chacune puisse prendre la parole, mais aussi à veiller à partager ce temps de parole et autant que possible à encourager une prise de parole paritaire entre hommes et femmes également. Et j'y veillerai. Troisième principe, c'est un principe de transparence et de traçabilité des échanges. Vous le voyez, la rencontre, elle est enregistrée. L'enregistrement sera mis en ligne dans les jours qui suivent sur le site du débat. Et puis, le PowerPoint qui vous est présenté sera également mis en ligne. Et puis, vous êtes aussi invité à vous présenter lors de vos prises de parole pour préciser si vous participez, par exemple, en tant que représentant, représentante d'une association, d'un collectif. Et enfin, un dernier principe qui est un principe d'argumentation. Donc, tous les points de vue peuvent être exprimés dès lors qu'ils sont argumentés. Alors, ce soir, on est dans un cadre un peu spécifique puisque j'allais dire, si vous me permettez l'expression, on refait pas le match. Le débat public est terminé. C'est un temps vraiment de présentation par l'équipe du débat du compte rendu. Donc, on va vous inviter vraiment à vous exprimer en réaction à ce qui va vous être partagé ce soir, c'est-à-dire le compte rendu et le bilan du débat public et à vous exprimer en lien avec les sujets du webinaire de ce soir. En termes de déroulé, on est ensemble jusqu'à 21h et on veillera à respecter l'horaire à 21h05 puisqu'on a démarré un petit peu en retard. On va démarrer par deux interventions, celle de Marc Papinutti, qui est président de la Commission nationale du débat public, et de Francis Bossir, qui est président de l'équipe du débat, qui vont nous présenter un peu finalement ces deux documents, le bilan du débat, qu'est-ce que c'est, le compte-rendu du débat, qu'est-ce que c'est, quels sont ces deux documents. Et puis ensuite, l'équipe du débat et tous les membres de l'équipe du débat vont s'atteler à revenir, à vous présenter en détail le compte-rendu du débat public à travers les chiffres clés, les arguments échangés. Les demandes de clarification aussi qui vont être faites et qui ont été faites à Réseau Transport d'électricité, ainsi que des recommandations sur la suite, notamment de ce débat public. Donc, c'est des éléments qui vont vous être partagés. Et enfin, on terminera bien sûr par un temps d'échange, puisque c'est un débat public, donc et c'est aussi un temps participatif pour vous entendre, recueillir vos réactions, vos questions sur le déroulement du débat, le compte-rendu, le bilan. Voilà. J'espère que tout est clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire, vous avez peut-être l'habitude des sondages Zoom. Donc, je vais demander à mon collègue Axel de lancer un petit sondage qui va nous permettre de faire connaissance pour savoir un peu dans quelle région vous vivez. Et puis à quel titre vous participez ce soir? Bien sûr en tant que citoyen, citoyenne, mais si vous avez une autre casquette, n'hésitez pas à nous le préciser. Et puis enfin, une dernière question pour savoir si vous avez participé à un ou plusieurs événements qui ont été organisés dans le cadre de ce débat public. Est-ce que c'était des réunions territoriales, des webinaires? Est-ce que c'était via les outils en ligne qui vont vous être rappelés, hein, mais il y avait une plateforme participative, un parcours numérique, une cartographie participative également. Est-ce que vous étiez membre du groupe citoyen? Est-ce que vous avez
avez pu suivre les travaux des étudiants et des étudiantes. N'hésitez pas à nous préciser tout cela en répondant à ce petit sondage qui doit s'afficher à votre écran. S'il ne s'affiche pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi nous dire un mot dans le chat. On va laisser encore quelques minutes pour que vous puissiez répondre. Et puis, je vais demander peut-être à mon collègue Axel de partager les résultats pour que vous puissiez les voir avec moi. Merci. Donc, en termes de région, ben, pas mal de personnes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une majorité de personnes venant de l'Île-de-France, et puis après, quelques personnes de Bretagne, de Centre-Val de Loire, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine, d'Occitanie et de Pays de Loire, et puis 13% de personnes qui viennent de la région PACA. À quel titre participez-vous? Ben, on a quelques étudiants et étudiantes. Merci et bienvenue à ce webinaire. N'hésitez pas à prendre la parole pour réagir au compte-rendu, au bilan du débat, membre d'une association. Bienvenue aussi aux membres du groupe citoyen qui sont connectés ce soir, professionnels du secteur énergétique, quelques représentants du secteur public et en grande majorité, vous êtes intéressés par les sujets. Et puis, bah, vous avez participé à un ou plusieurs événements, beaucoup aux webinaires, quelques personnes aussi sur les outils en ligne, donc des membres du groupe citoyen, et puis quelques personnes aussi aux réunions territoriales. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. Je vous propose qu'on démarre, si ça vous convient. Je crois qu'un micro est activé quelque part, donc ouais. Attention, par un retour un petit peu sur le contexte du débat et la façon dont il s'est déroulé, en donnant la parole d'abord à Marc Papinutti en sa qualité de président de la Commission nationale du débat public et à Francis Bossir qui est président de l'équipe du débat. Marc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. La Commission nationale du débat public, vous le savez, c'est une autorité administrative indépendante chargée évidemment de garantir le droit de l'information et la participation de toutes les personnes et aux décisions qui concernent l'environnement. Je le redis là parce que effectivement, un débat national comme celui-là a dû faire des modalités spécifiques pour atteindre les uns et les autres un peu différemment d'un projet. Je rappelle aussi qu'évidemment, un débat public, ce n'est pas un référendum. Et ce que vous avez, compte rendu et bilan, à... Ah, attendez Marc, votre micro a été coupé. Et je vais inviter Monsieur Lamy. Je suis désolée, Monsieur Lamy, c'est votre micro qui est activé, donc merci de bien le laisser désactiver pour qu'on puisse entendre Monsieur Papinutti. Allez-y, Marc, pardon. Oui, parce qu'en plus, on me le coupe. Alors, donc, juste pour dire que on a comme remarquable mission, c'est d'essayer de rendre compte de l'ensemble des positions exprimées, et pas simplement d'une association ou d'une expression à un endroit. Peut-être sur le transparent suivant, vous rappelez aussi, alors le cas précis de ce débat, c'est le 116e débat public de la CNDP. Nous avons organisé évidemment des débats et des concertations à un grand nombre. Celle-ci a une particularité, ce débat public a une particularité, c'est qu'il était sur l'ensemble d'un plan et d'un programme. Donc c'est un peu plus compliqué pour accéder aux citoyens et pour débattre d'une manière différente, mais je pense que Francis Bossir vous décrira les particularités. Et puis, bien sûr, la CNDP ni la CPDP ne prennent position sur l'opportunité du projet, du plan ou du programme, mais nous sommes là pour éclairer le décideur sur ses conditions de faisabilité, c'est-à-dire que là, 2 mois après la fin du débat, il y a ce premier compte rendu et ce bilan, et d'ici 3 mois, le maître d'ouvrage devra nous donner ses réponses, nous évaluons. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là. Et je laisse la parole au président. Merci, Monsieur le Président de la CNDP. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas prendre trop longtemps pour rappeler un petit peu 2 points. Comment avons-nous construit ce compte-rendu, d'une part, et d'autre part, comment s'est déroulé le débat? C'est-à-dire comment nous avons essayé d'aller à la rencontre des publics. Alors, la construction du compte-rendu, pour celles et ceux qui ont déjà pu le parcourir depuis vendredi, elle est absolument conforme à ce qu'a été le programme de ce débat public.
on a finalement suivi le plan qui avait été celui des webinaires appelés les Jeudis de l'électricité, et qui finalement abordaient un certain nombre de thèmes tels qu'ils étaient remontés de notre étude de contexte préalablement au débat public. Donc c'est une structure du compte-rendu qui est parfaitement dans la continuité de ce qui s'est fait au cours du débat public. Alors je voudrais revenir un tout petit peu plus longuement sur cette question du plan-programme. Donc un plan-programme, ce n'est pas la même chose qu'un projet, un projet localisé et défini dans un territoire donné. Et devant les plans-programmes, la commission particulière du débat public est finalement placée devant un défi. Ce défi, c'est la mobilisation du public. Nous avons donc utilisé deux grandes familles d'événements ou de modalités. La première, elle est numérique, qui permet à tout un chacun, quelle que soit sa position sur le territoire, de participer à ces événements. C'est le cas des webinaires, des jeudis de l'électricité. C'est le cas évidemment de la traditionnelle plateforme questions-réponses. Et puis de deux outils interactifs qui s'appellent Quizélec et Elec Quiz, pardon, c'est dans l'autre sens, et puis Cartelec. Mais nous avons tenu absolument à ce qu'il y ait dans ce débat une incarnation territoriale. Et cette incarnation territoriale a relevé de deux actions de notre part. D'une part, nous sommes allés à la rencontre de certains territoires où pouvaient être exprimées des thématiques particulières du débat. Et puis nous sommes aussi allés chercher des publics, en particulier par la constitution, la composition d'un groupe de citoyens, d'une trentaine de citoyens, qui ont participé à tout le débat, du début à la fin, et qui ont produit leur propre rapport. Et puis d'autre part, nous sommes allés chercher des étudiants dans un certain nombre d'universités et de grandes écoles, quelques publics scolaires également, de telle façon qu'effectivement, on ait pu avoir autre chose que des formulations numériques ou des webinaires. Voilà. Cette mobilisation, on va voir le résultat qu'elle a produit, je pense, dans une image à la suite. Alors vous voyez sur cette carte, donc peut-être juste un peu avant cette photo, voilà, sur cette carte, voilà les lieux dans lesquels nous sommes allés et les lieux dans lesquels nous avons recueilli effectivement la contribution, en particulier d'étudiants. Donc l'image suivante vous donne un aperçu de ces rencontres. Backseat, que vous voyez en bas à gauche de cette image, c'est effectivement une émission qui concerne beaucoup la jeune génération et qui nous a permis d'avoir des contacts avec de très nombreuses personnes de cette nouvelle génération. Alors je pense on va voir un petit peu, on a quelques chiffres à vous présenter qui sont relatifs, donc c'est l'image d'après. Quelques chiffres à vous présenter. Francis, pour les chiffres, on rentre après dans la deuxième séquence. Est-ce que tu veux que j'affiche Bah, les chiffres clés devaient être présentés par Anna, je crois, mais oui, absolument, et j'allais lui donner la parole, mais Super, j'attendais de merci. voir la bonne image. Voilà. C'est ça, super. Merci beaucoup, Francis. Donc à toi, Anna. Merci beaucoup, Francis. Donc oui, je suis chargée de mission au sein du secrétariat général qui vient en soutien au travail de la commission. Donc sur le volet informer les publics, donc les outils numériques ont été fortement mobilisés. Donc il y a eu 18 300 visites sur le site internet du débat. Et les deux outils contributifs dont parlait Francis, donc ElecQuiz et Cartelec, ont également réuni beaucoup d'utilisateurs, donc 16 400 pour Cartelec et 767 pour ElecQuiz. Aussi, il y a eu 1000 personnes qui étaient abonnées à la newsletter, pardon, et 500 documents du débat ont été téléchargés, donc principalement des dossiers du maître d'ouvrage et sa synthèse. Au niveau local, donc c'est ce qui a été évoqué sur la carte précédente, plus de 20 événements ont été organisés. Et sur les réseaux sociaux, le débat était également assez présent, donc sur Facebook, LinkedIn et X, avec 2500 abonnés aux réseaux sociaux,
250 publications sur les comptes du débat et 3 millions de vues des publications du compte Facebook du débat. Et enfin, au niveau médiatique, donc, on a eu 31 retombées dans les médias, donc notamment via la conférence de lancement, des articles de presse, des communiqués et des interviews. Et ensuite, sur le volet suivant, donc sur la slide suivante, donc recueillir les contributions, les 10 webinaires, appelés donc ce que disait Francis également les jeudis de l'électricité, ont réuni environ 1000 participantes et participants. Et au niveau des partenariats études universitaires qui ont été mis en place, ça représente 150 étudiantes et étudiants qui ont travaillé à la production de cahiers d'acteurs. Aussi, parmi les 6000 participantes et participants, il y a eu un groupe citoyen, donc un groupe de 27 citoyennes et citoyens constitués par l'équipe du débat, qui se sont réunis plusieurs fois pour s'informer, échanger et finalement construire un avis sur les enjeux environnementaux du SDDR. Et enfin, finalement, j'ai encore 2 points. Il y a eu 7 rencontres territoriales, 3 visites de postes électriques et 4 initiatives partenariales, donc au Pouliguen, à Grenoble et aussi à Paris avec l'émission Backseat et l'Institut Paris Région. Et enfin, il y a eu 169 cahiers d'acteurs au cours du débat et 376 contributions sur la plateforme. Donc voilà pour un bref panorama des chiffres du débat. Merci beaucoup, Anna. Je propose que les membres de l'équipe du débat puissent maintenant vous partager un petit peu, thème par thème, les différents sujets qui ont été abordés et puis les points un petit peu de recommandation. Donc, je vous laisse la parole, je laisse la parole aux différents membres. Francis, le micro est coupé. Merci. Voilà. Je reprends la parole juste 2 minutes pour commenter cette image. Euh, Avant le lancement du débat, pendant presque 3 mois, on a conduit une étude de contexte, c'est-à-dire qu'on s'est adressé à un large éventail de parties prenantes, des industriels, des élus, des associations spécialisées dans les questions d'énergie et d'environnement, évidemment. Et c'est à partir de cette étude de contexte que nous avons construit finalement un système de questions réparties en 4 questions que vous voyez là sur l'écran, mais ce sont les questions qui ont structuré aussi les fameux jeudis de l'électricité, une bonne partie de nos événements sur le terrain. Donc on va reprendre ces 4 questions et je vais donner la parole effectivement à mes collègues de la commission particulière pour prendre en charge chacun une de ces questions, ces 4 questions les unes après les autres. Et puis nous terminerons par les recommandations que nous faisons à RTE, non pas sur son SDDR, mais bien sur la façon de s'adresser à tous les publics. Voilà, donc je te redonne la parole, Sophia, peut-être pour faire Absolument. la jonction avec les membres de la commission. Absolument. On commence par les hypothèses du schéma et leurs conséquences sur les travaux à réaliser avec Philippe, je crois. Oui, merci Sophia. Sur les hypothèses, ça avait fait l'objet de 2 webinaires, de nos jeudis de l'électricité. Ce que nous avons constaté, c'est que les hypothèses en matière de changement climatique ont été peu contestées. Alors, il y a eu des discussions, bien sûr, mais globalement, ça n'a pas fait vraiment débat. En revanche, ce qui a beaucoup fait débat sur les hypothèses, c'est les hypothèses de consommation et de production d'électricité retenues par RTE. Avec en arrière-plan, qui est quelque chose qui a animé le débat tout du long, c'était l'absence de publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie, puisque elle n'a été publiée que quelques jours, quelques semaines après la clôture du débat public. Mais on a senti tout du long cette attente, ce besoin, ce regret de ne pas disposer de la PPE3 pour pouvoir articuler avec ce projet le projet de SDDR. Si on détaille entre les hypothèses de consommation et les hypothèses de production, sur les hypothèses de consommation, finalement, il y a eu 2 sortes de remarques. D'une part, les,
des remarques pour la consommation sur le volume global de consommation. Pour un certain nombre de participants, assez nombreux, ces perspectives de consommation ont été jugées excessives à la lumière de ce qu'on a observé ces derniers mois ou ces dernières années. Et je veux dire que cette contestation des hypothèses n'a fait que se renforcer avec la publication au mois de décembre par RTE de son bilan prévisionnel 2025. L'autre type de remarques ou de critiques qui ont été exprimées en matière d'hypothèses de consommation, c'est ce qui concerne un certain nombre de sources, de récepteurs de consommation d'électricité, à savoir principalement les data centers et les unités de fabrication d'hydrogène et de carburant de synthèse, évidemment gros consommateurs d'électricité. Alors là, il faut bien le dire, et nous le disons, c'est un phénomène dont RTE n'est pas responsable. Évidemment, ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas le SDDR qui décide qu'il va y avoir des data centers, mais le SDDR tient compte d'hypothèses de production, de construction de data centers et autres. On retrouve le même genre de problème concernant les hypothèses de production d'électricité, pour laquelle les critiques adressées au projet de schéma décennal sont en fait adressées plutôt aux politiques publiques en matière de production d'électricité. Typiquement, alors évidemment, il y a les débats sur les avantages et inconvénients respectifs du nucléaire et des énergies renouvelables, et puis il y a eu beaucoup de remarques sur les hypothèses en matière d'éolien en mer, qui évidemment représente une part importante des investissements envisagés dans le SDDR. On ne revient pas sur les chiffres, mais c'est une part importante. Mais là encore, ce n'est pas RTE qui décide ou qui propose dans le SDDR de créer de l'éolien en mer, mais il en tient compte dans son projet. Voilà. Ceci nous conduit aux demandes de précision et de clarification que nous formulons sur ces hypothèses. Une première demande de précision concerne la manière dont RTE va ajuster les hypothèses de consommation et de production d'électricité dans la version du schéma final, donc qui va être soumise à une consultation par voie électronique à l'issue, quand RTE aura répondu au débat public et aux autres, tiendra compte des autres avis qu'il est en droit, enfin qu'il doit attendre. Et l'autre demande de précision, ça concerne, alors elle porte sur toute la durée de vie du SDDR, c'est nous demandons à RTE de préciser la méthode de révision du schéma et d'association du public à cette révision, notamment au regard de l'évolution de la consommation constatée. Là, il ne sera plus d'hypothèse, mais au cours d'ici 2040, on va observer la consommation et la production réelle d'électricité, et donc ça va amener certainement RTE à revoir un certain nombre de choses, et donc nous demandons à RTE de préciser la manière dont il le fera et dont il informera et associera le public à ces décisions. Merci beaucoup, Philippe. Je vais proposer à Jacques et à Anaïs d'intervenir pour les questions d'environnement. Oui, bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, sur le thème de l'environnement, c'est un thème assez large et riche. Le verbatim qu'on a mis sur la première diapo juste avant celle-ci, s'il vous plaît, merci, résume bien l'esprit dans lequel les contributions ont été
perçue par la Commission, en particulier, donc je la cite, hein, l'urgence climatique, l'électrification nécessaire ne nous offre pas le luxe de s'affranchir d'autres enjeux environnementaux. Donc, une vision réellement globale des enjeux environnementaux. Donc, on vous proposé de présenter ces enjeux en 3D, c'est-à-dire en 3 défis pour RTE. Le premier défi étant effectivement la contribution de ce schéma à la lutte contre le changement climatique, avec deux aspects. Un aspect sur l'atténuation du changement climatique, l'électrification globale des usages est importante. Elle engage le réseau et effectivement le public a considéré que le développement de cette électrification, le réseau ne pouvait pas faire obstacle à la transition énergétique et donc ça engage réellement le développement de ce réseau. Le deuxième point, c'est l'adaptation du réseau lui-même au changement climatique avec là aussi un niveau d'intérêt largement partagé, évidemment, une conscience des changements climatiques et des effets sur le réseau qui sont assez généralisés, avec malgré tout une interrogation persistante sur le niveau de résilience face aux tempêtes, puisqu'on annonce une augmentation à la fois de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. Donc, plusieurs acteurs se sont demandé si le niveau de préparation et de prise en compte du risque tempête était suffisant, en particulier en interrogeant la question de l'aérien ou du souterrain pour rendre ce réseau plus résilient. Le deuxième défi, la diapo suivante s'il vous plaît, c'est un défi sur le fait que le schéma aura un impact sur son empreinte environnementale, hein, RTE l'affirme, hein, le développement du réseau augmentera l'empreinte environnementale globale de ce réseau. Et donc, la question, le défi numéro 2, c'est l'intégration des enjeux environnementaux dans le schéma. Alors, le sujet sur l'économie des ressources naturelles est considéré globalement comme le fait que ce soit plus une option. Il faut effectivement intégrer et les mesures proposées par RTE dans le schéma sont plutôt bien perçues avec une appropriation de l'approche globale, du cycle de vie des matériaux, évidemment des questions méthodologiques et de souveraineté industrielle qui se sont posées, mais à la fois le public et les entreprises, je dirais, ils voient le moyen de renforcer la compétitivité et la souveraineté en intégrant l'environnement dans la conception du schéma. Le deuxième point est une sensibilité très forte au fait que le développement du réseau ne devait pas aggraver la perte de biodiversité, avec des mesures qui sont génériques mais jugées plutôt intéressantes, hein, qui restent à préciser, à approfondir et à compléter pour beaucoup d'acteurs, j'y reviendrai, avec un point très important, c'est le fait que certains enjeux environnementaux, notamment sur les espaces protégés, devaient être a priori évités. Et c'est un point qui a fait débat assez largement au regard de ce qui était proposé et des incertitudes ou du moins des imprécisions du schéma à l'échelle nationale. Le paysage, tout le monde est concerné par le paysage, le réseau est présent dans beaucoup de communes, toutes et tous sont concernés, avec une intégration assez forte du fait que le paysage n'est pas statique, qu'il est dynamique, que le réseau va parfois être vu dans de nouveaux paysages. Donc cette question-là a été largement débattue avec un point, un dénominateur commun, je dirais, c'est celui de préserver les sites emblématiques et puis de se servir finalement du paysage comme d'une approche sociétale des projets, avec toute la question jugée insuffisante de l'intégration de l'expertise citoyenne dans l'appréciation des enjeux paysagers. Donc là, il y a vraiment un sujet important à développer. Et enfin, le sujet sur la santé humaine ainsi que la santé animale sont deux aspects qui restent, malgré des mesures de précaution avancées par RTE dans le schéma, qui sont des sources permanentes d'inquiétude sur les effets des ondes électromagnétiques, à la fois sur la santé animale et la santé humaine, et puis des préoccupations également sur les relations entre le réseau et la santé mentale, le bien-être des populations qui sont directement exposées aux lignes haute tension et très haute tension. Donc c'est un sujet réellement permanent d'inquiétude et de vigilance des citoyens. Le troisième défi, c'est la diapo suivante, c'est finalement, au regard de ces enjeux importants, la nécessité probablement d'accroître la robustesse environnementale du schéma et d'avoir un lien un peu plus direct entre la robustesse environnementale du plan-programme qui conditionne la qualité et la robustesse et la sécurité, je dirais, des projets
lorsqu'ils seront déployés sur le territoire. Donc, sur ce sujet de l'augmentation de la qualité environnementale du schéma, plusieurs aspects. Donc, le premier, c'est probablement que le réseau, enfin, le schéma actuel n'a pas présenté de bilan global de l'impact actuel du réseau sur l'environnement. Et effectivement, on ne disposait pas au moment du débat de l'évaluation environnementale qui n'est pas encore réalisée et qui sera soumise à l'avis de l'autorité environnementale, avec un focus particulier sur l'avifaune qui est systématiquement pointé comme un risque majeur pour l'environnement. L'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation a été jugée aussi par beaucoup d'acteurs comme incertaine ou imprécise, avec des méthodes de suivi qui ne sont pas forcément calibrées à l'échelle du schéma. Et donc là, il y a probablement une difficulté ou un manque dans ce qui est proposé. Deuxième aspect qui a vraiment été un point de clivage important et un point de débat systématique, c'est deux principes contradictoires, enfin deux principes du schéma qui apparaissent comme contradictoires. Le premier, c'est l'évitement des enjeux, puisque c'est un point qui est affirmé. Et le deuxième, c'est le parti pris de l'aérien systématique pour les nouvelles lignes très haute tension. Donc ça, c'est un point effectivement qui a vraiment divisé et qui a fait beaucoup parler, avec pourquoi c'est contradictoire, hein? D'une part, pour éviter les enjeux majeurs, notamment sur les espaces protégés et sur les espaces emblématiques, ces principes ne sont pas définis de manière très claire dans le schéma. Il apparaît également ces principes comme contre-intuitifs et contradictoires pour l'évitement des enjeux majeurs, donc faire des nouvelles lignes THT dans des secteurs avec des enjeux forts, a priori c'est contre-intuitif. Et puis ensuite, les publics attendent du schéma, très en amont donc, plutôt un panel de solutions techniques qui seront ensuite adaptées en phase projet, plutôt qu'une solution unique qui est celle des lignes THT aériennes à ce stade du programme. Donc là, il y a réellement une difficulté qu'il va falloir traiter. Enfin, donc, trois autres sujets. Donc, en termes de crédibilité des mesures compensatoires, le schéma ne propose pas d'anticipation de la compensation. Ça a été pointé comme une difficulté également et un manque. Probablement la nécessité de repenser donc l'ambition environnementale du schéma avec un saut conceptuel pour imaginer les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et plus globalement pour intégrer le schéma dans les territoires avec beaucoup plus d'intégration et de prise en compte de la vie citoyenne. Et enfin, la nécessité de construire un programme de connaissances et de suivi des impacts à la hauteur du schéma des 100 milliards d'euros d'investissement sur le schéma du futur. Voilà, et je laisse Anaïs conclure sur les demandes de clarification qui seront proposées. Oui, alors, effectivement, ces demandes de clarification, elles découlent assez logiquement On entend faiblement Anaïs. Ouais. Peut-être se rapprocher du micro, mais j'ai l'impression que ça grésille un peu, mais peut-être que c'est que moi. Mais j'ai l'impression que c'est partagé. Vas-y. On peut couper la vidéo si jamais ça reste. Ouais, on entend mal Anaïs, je suis désolée. D'accord. Donc, là, est-ce que c'est mieux avec la vidéo coupée? Alors, je vais peut-être Ouais, reprendre. je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour ma part, c'est assez grésillant et je crois que je vois des Alors, personnes je qui acquiescent. vais Donc vraiment rapidement désolée Anaïs. me substituer à Anaïs. Donc, les demandes de clarification qui seront adressées à RTE sont les suivantes. Donc, la première, c'est de présenter un bilan environnemental détaillé du réseau actuel. La deuxième demande de clarification avec des sous-thèmes, c'est clarifier la démarche proposée à l'échelle du schéma pour éviter, réduire et compenser et suivre les impacts. La troisième demande de clarification, c'est la question d'un plan d'amélioration des connaissances relatives aux impacts du réseau. Une clarification autour des enjeux de santé mentale des populations, qui est un sujet qui a été soulevé à plusieurs reprises. Sur le sujet également du devenir des infrastructures déposées, notamment en termes de cycle de vie des matériaux. Une évaluation externe des démarches d'économie circulaire des fournisseurs. Une précision, une clarification également sur la question de la faisabilité d'un plan paysage pour la transition énergétique et écologique qui irait un peu plus loin que les mesures éviter, réduire, compenser. Et enfin, une faisabilité sur les diagnostics électriques et sanitaires des élevages. Merci Jacques et désolée Anaïs, j'espère que ça ira mieux pour le micro ensuite. Peut-être sur la partie schéma et territoire. Francis, le micro est coupé.
Voilà, je suis désolé, je suis très étourdi, excusez-moi. Voilà, je vais reprendre la parole pour cette partie territoire et puis je donnerai ensuite la parole à Jacques Regade pour indiquer les précisions que nous demandons à RTE à la suite de ce chapitre. Alors, la citation que vous voyez finalement résume assez bien le point de vue de beaucoup de contributeurs dans cette partie territoire. Si demain on n'a pas assez de réseaux pour pouvoir coller aux usages qui vont se développer, j'ai peur que nos territoires soient encore une fois bien esselés. Ça, c'est un propos qui a été tenu lors de la réunion territoriale de Limoges, comme vous le voyez écrit. Alors, pour prioriser les investissements, RTE a défini 3 zones. Donc, c'est le vocabulaire du SDDR. Les zones P1, P2 et P3. Alors, P comme priorité. Les zones P1 et P2 correspondent aux grands bassins qui concentrent beaucoup d'industries et qui sont les plus gros émetteurs de CO2. Et en P1, on a Dunkerque, évidemment, Le Havre et Fos. Et puis, 7 autres bassins, peut-être un petit peu moins denses, au sein desquels les décisions de renforcer le réseau électrique sont déjà engagées. Dans ces zones qui n'ont pas été mises en cause par le débat, c'est tout de même exprimé une urgence à développer la capacité du réseau en raison de demandes de décarbonation et de demandes d'industrialisation dans ces zones. En revanche, les zones P3 ont fait débat. Elles n'ont pas de réalité géographique dans le SDDR. Et les participants au débat public, à travers les webinaires consacrés au territoire, mais aussi à travers beaucoup de rencontres territoriales, les participants au débat public, des industriels, des élus et des habitants, par leurs témoignages, ont donné consistance à un tissu industriel diffus et à un grand nombre de projets de développement et de décarbonation de la part des collectivités territoriales. Ils ont exprimé globalement leur inquiétude devant ces zones P3 qu'ils ont considérées comme non prioritaires en développant une argumentation qui a pris plusieurs formes. Je vais rappeler ces formes très rapidement. Premièrement, la production d'électricité des parcs éoliens et solaires, qui existent sur le territoire, peine à être raccordée au réseau faute de capacité. Beaucoup de témoignages sur ce sujet, en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Les activités, deuxièmement, des activités économiques déjà engagées dans la décarbonation sont en attente de renforcement du réseau. Troisièmement, les collectivités qui sont intervenues redoutent que l'insuffisance de renforcement du réseau en amont des projets de développement, et non pas en aval, nuise à l'attractivité de leur territoire. Et enfin, une analyse proposée par des étudiants fait état de l'absence de coordination, sauf rare exception, entre le schéma directeur du réseau électrique et les différents documents de planification territoriale pour définir des zones propices à des raccordements mutualisés, ce que souhaite RTE. Et ces étudiants suggèrent que c'est un sujet qui mériterait d'être développé. En résumé, certains participants en réunion ou dans leur cahier d'acteurs considéraient que le SDDR soulevait une question générale d'aménagement du territoire. Les articulations entre procédures demandant à être explicitées et rendues plus participatives pour les collectivités territoriales et pour les publics. Et là, quelques précisions du coup en découlent et je donne la parole à Jacques. Voilà, c'est cette diapositive. Merci Francis. Donc, quelques demandes de clarification sur ce sujet territoire. Donc, la question du déploiement du schéma dans les territoires eux-mêmes, donc, comme vient de le dire Francis Bossir, doit devenir des zones P3 et des territoires hors zone prioritaire. Qu'est-ce que deviennent ces territoires? Comment seront gérées les priorités et les raccordements? Une demande de clarification également autour de l'articulation entre les documents d'aménagement des territoires et le schéma lui-même, hein, puisqu'on a constaté qu'il n'y avait pas du tout d'articulation. Également, une articulation nécessaire avec les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables pour reboucler entre ce qui est prévu à l'échelle des régions et ce que prévoit le schéma national. Donc, il y a réellement une nécessité de mise à jour de ces schémas S3RENR. Et enfin, quelles sont les modalités d'association des autorités compétentes et des acteurs à la planification de niveau régional ou infrarégional, puisqu'on a constaté effectivement avec plusieurs témoignages
que ce rebouclage n'était pas forcément connu ni même réalisé. Et enfin, donc, le deuxième type de clarification concerne l'évolution des conditions de la gouvernance du réseau, du raccordement au réseau, avec une réflexion à engager sur les critères de hiérarchisation des projets, passer de la règle du premier arrivé, premier servi à une règle différente, intégrant des questions de maturité, de pertinence des projets, d'ancienneté, de côté stratégique de certains projets. Donc ça, c'est un point qui a été largement débattu. Et enfin, les modalités de décision sur ces fameuses files d'attente qui, effectivement, peut-être doivent sortir, entre guillemets, d'une boîte noire pour être plus partagées à l'échelle locale. Merci beaucoup, merci pour la présentation de ces éléments. On passe aux questions de coûts, de financement et de mise en œuvre du schéma avec Philippe. Oui, alors chacun a en tête le montant de 100 milliards, montant arrondi du projet de SDDR. Évidemment, ces 100 milliards ont fait l'objet de nombreuses interrogations sur leur bien fondé et sur l'impact qu'ils auront sur la facture des usagers. Slide suivante. Euh, sur la question des coûts, donc, les critiques et les arguments avancés sur les coûts sont étroitement liés avec ceux que j'évoquais tout à l'heure à propos des hypothèses. C'est-à-dire ce qui est critiqué principalement, c'est les coûts induits par le raccordement des sites de production et des sites de consommation d'électricité dont les hypothèses dont je parlais tout à l'heure sont elles-mêmes critiquées. Donc on retrouve là principalement les critiques sur l'éolien en mer, mais également plus généralement sur le renouvelable intermittent et sur les coûts induits par le raccordement des data centers et des unités de production de carburant de synthèse. Ça, c'est pour les coûts. Alors, il y a eu aussi sur les coûts des discussions, des échanges sur la question de l'arbitrage entre aérien et souterrain, bien sûr. Ces coûts auront des répercussions sur les tarifs du réseau et donc sur la facture des usagers, ce qui a fait l'objet d'un certain nombre de débats dont nous rendons compte dans le compte-rendu, avec quelques inquiétudes plus précises sur le pouvoir d'achat des ménages, la compétitivité de l'industrie, puisque les industriels auront à payer, à supporter en partie ces coûts, et plus globalement sur la transition énergétique qui pourrait être, selon certains, retardée du fait de l'augmentation des coûts. Autre sujet que nous avons étudié dans ce dernier pavé, c'est la faisabilité du SDDR. Nous avons constaté une satisfaction exprimée par les milieux industriels, des travaux publics et de l'électricité à propos de la visibilité qu'apporte le projet de schéma pour la planification des travaux qui seront à réaliser. Ça a été apprécié. Mais cette satisfaction est quand même pas mal tempérée par des inquiétudes sur la possibilité de mobiliser et de conserver les ressources humaines qui seront nécessaires à la réalisation des travaux prévus par le SDDR. Et de ce point de vue, plus généralement, la structuration d'une véritable filière professionnelle dans ce domaine, avec un important volet sur la formation, est apparue comme une nécessité dans un contexte de recherche de souveraineté industrielle. Et enfin, sur la faisabilité
il y a eu des discussions, des inquiétudes exprimées sur la disponibilité des matériaux pour la mise en œuvre du schéma, notamment sur l'aluminium et le cuivre. Slide suivante. Donc, ça nous a conduit à exprimer auprès de RTE deux demandes de clarification. La première sur les tarifs, puisqu'il est écrit il était écrit dans le dossier du maître d'ouvrage que sur le tarif de réseau, la trajectoire d'investissement du schéma entraînerait un effet haussier de l'ordre d'inflation plus 1%. Alors, le débat lui-même a permis de montrer de préciser que cette hausse de 1%, ce serait une nouvelle hausse, 1% de plus chaque année. Mais ce qui n'a pas été dit lors du débat, c'est pendant combien d'années on augmenterait tous les ans de 1%. Et donc, c'est une demande de précision que nous formulons auprès de RTE. L'autre demande vise à apprécier la souveraineté de la France dans la mise en œuvre du schéma. Et donc, pour cela, nous demandons à RTE de présenter un tableau montrant les niveaux de dépendance ou d'indépendance pour toute une série de Allô? sujets d'approvisionnement en matériaux, matériels et aussi moyens humains de réalisation. Merci beaucoup, Philippe, et merci pour la présentation de ces éléments donc, du compte rendu. On peut... Hop, sur la question des interconnexions européennes, Alors, c'est peut-être? ça. Oui, voilà. Vous vous souvenez peut-être que tout à l'heure, Francis Bossier vous a montré qu'il y avait 4 pavés qui avaient structuré le débat et le compte-rendu. Et en fait, c'est comme les 3 mousquetaires qui étaient 4, les 4 pavés sont 5. Parce qu'il est apparu, c'est un sujet que nous n'avions pas vraiment anticipé dans la construction du débat, c'est le thème des interconnexions qui finalement a suscité plus de discussions, plus de débats que à quoi nous attendions. Et donc, il nous a paru important d'en rendre compte. Alors, il faut bien dire que sur cette question des interconnexions, les discussions, les débats ont davantage porté sur le principe même des interconnexions que sur le programme d'interconnexion prévu par le SDDR. Et là-dessus, deux visions opposées ont été exprimées. Pour une partie du public, les interconnexions sont vraiment quelque chose de très bénéfique en matière de sécurité d'approvisionnement et de possibilité d'exportation. Mais inversement, pour une autre partie du public, les interconnexions présentent des risques sérieux de se faire au détriment de la consommation électrique, c'est-à-dire que on ouvre les vannes grâce à ça et donc ça va réduire les efforts pourtant indispensables en matière de sobriété dans la consommation électrique. Et aussi, ça s'opposerait, selon certains, à la souveraineté nationale et ça serait inutile compte tenu des perspectives de stockage d'électricité. On retrouve les mêmes avis divergents à propos de l'impact du développement des interconnexions sur la facture des usagers. Alors ça, c'était tout à fait frappant pour une partie du public, enfin, la partie du public qui s'est exprimée sur ce sujet-là. Les interconnexions, ça devrait permettre de diminuer la facture, alors que pour d'autres, ça va l'augmenter. Autre sujet du débat, c'est la concurrence et le choix des priorités en matière d'investissement entre interconnexion et renforcement du réseau national. Et enfin, un sujet intéressant qui a été beaucoup mis en évidence lors de la réunion de Strasbourg et par les étudiants de Sciences Po Strasbourg, c'est la différence entre l'approche volontariste de la Commission européenne, qui s'exprime en particulier dans son paquet Réseau 2025 en matière d'interconnexion, et les propositions assez limitées de RTE dans le projet de SDDR à propos de nouvelles interconnexions. D'où la demande de clarification que nous formulons
auprès de RTE à propos des interconnexions, c'est comment comment résoudre cette divergence entre la vision très allante de la Commission européenne en matière d'interconnexion et l'approche très prudente de RTE dans son projet de SDDR. Donc voilà ce qui termine la présentation des arguments et des avis qui ont été formulés au cours du débat. Je passe maintenant la parole à Isabelle Barth, membre de la commission, sur les recommandations formulées par la commission du débat public à la fin de son rapport. Oui, merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le voyez, nos recommandations sont au nombre de 4. C'est 4 paquets de recommandations. Nous n'avons pas voulu en faire trop, mais nous voulons que ces recommandations-là soient prises en compte par RTE, nous souhaitons, de manière tout à fait proactive. Parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort fortement de notre débat. Comme l'a dit Marc Papinucci tout à l'heure, évidemment, la recommandation ne porte pas sur le fond, elle ne porte que sur la poursuite de l'information et de la participation du public, mais comme ça a été également dit, c'est tout à fait particulier pour un plan programme, puisque on travaille à une échelle beaucoup plus large que pour un débat sur un projet. Et en particulier dans ce débat public, on voit on a vu que la mise en valeur de ce que représente le réseau dans la transition énergétique, ça a été vraiment quelque chose qui était un impensé sur tous ces sujets qui traversent le débat public de manière régulière. On a beaucoup parlé avec la CNDP de débat sur l'énergie. Un débat sur le réseau, c'est la première fois, et ça met en lumière, si on peut le dire avec un clin d'œil à RTE, vraiment la visibilité du schéma et de ce réseau dans toute son importance. Donc, il y a un besoin de renforcer la lisibilité des différents modes de consultation du public et leur articulation. On a constaté qu'il y avait eu une consultation lancée par RTE en 2024 sur ce projet de schéma, avant même qu'on en arrive au stade du débat public. On a constaté que pendant le débat public, il y a eu une consultation menée par la Commission de régulation de l'énergie sur son propre avis, dont elle a rendu compte avant que nous-mêmes nous ne rendions compte du débat public. On a constaté que RTE avait lancé une nouvelle consultation publique début 2026 sur la refonte du raccordement des clients consommateurs. Donc tout ça, c'est source de confusion pour le public, alors qu'il y a une vraie appétence qui est apparue dans ce débat pour travailler collectivement sur, d'une part, l'appropriation de ce schéma, qui est tout à fait un objet nouveau arrivé dans le débat public, et d'autre part, qui va avoir des conséquences tout à fait concrètes sur la vie de nos concitoyens et concitoyennes, et qui vraiment intéresse le public. Donc, il y a vraiment un besoin de renforcer cette lisibilité des différents modes de consultation. Évidemment, on s'adresse davantage à l'État en disant ça, puisque c'est lui qui fixe les procédures de participation du public dans ces différents champs. Néanmoins, évidemment, RTE est partie prenante, et c'est tout à fait fondamental. Le deuxième point, évidemment, ça paraît presque une évidence, mais c'est important aussi de donner une visibilité de manière tout à fait simple et accessible pour le public sur tous les éléments relatifs au schéma, justement pour éviter cette dispersion qu'on a vue en amont du débat et pendant le débat. Il s'agit de mettre en visibilité sur le site internet de RTE tous les éléments relatifs au schéma. Évidemment, le compte-rendu du débat, notre bilan, les différents rapports et avis, notamment ceux de la Commission de régulation de l'énergie, l'avis de l'autorité environnementale qui va arriver, l'avis de l'État. Donc, c'est important que tout ça soit visible pour le public de manière unique sur un seul support.
pour poursuivre, je vais intervertir les points 3 et les points 4 parce qu'en réalité, le point 3 qui est présenté ici en 4 est dans notre débat en 3, dans notre compte-rendu en 3. Une information continue et une participation du public pendant toute la durée du schéma, ça c'est important aussi. Vous avez entendu dans ce qu'a dit Philippe Bertrand tout à l'heure que pour le public, c'est important de connaître une actualisation du schéma en fonction des différentes hypothèses de consommation et de production d'électricité qui vont évoluer pendant toute la durée de vie du schéma. Donc, ça nécessite une information continue et visible pour le public sur ces éléments-là. Savoir aussi comment le public va être associé à des fluctuations des hypothèses du schéma et avoir un accès vraiment complet avec la poursuite d'une plateforme de questions-réponses, avec une mise à jour et une intégration de l'outil Cartelec qui a été bien utilisé par le public pendant le débat et donc qui continue à être un outil d'information et de participation du public. Et donc en permettant de continuer à débattre de ce schéma qui est très structurant pour les territoires et pour la vie quotidienne des publics qui en ont pris conscience pendant ce débat. Et enfin, le dernier point, c'est l'articulation entre ce schéma et les projets qui vont en découler. Et donc ça nous paraît fondamental qu'il y ait des modalités d'information et de participation du public dès la phase d'élaboration pour chaque projet qui va être conçu en application de ce schéma et au-delà de la phase des phases de consultation qui sont obligatoires, hein, que RTE évidemment pratique régulièrement pour chacun de ces projets, aller bien au-delà, très en amont, hein, pour permettre notamment d'assurer de la transparence et du débat sur la pondération des critères mobilisés. On a vu tout à l'heure dans ce qui a été présenté par Jacques Regade qu'il y avait eu une phase de cristallisation du débat sur les choix qui peuvent être opérés entre la mise en aérien ou en souterrain pour les futurs projets de THT. Ça fait vraiment débat et il y a besoin de transparence sur les critères qui vont être mobilisés pour chacun des projets entre les enjeux environnementaux, les enjeux paysagers et les impacts socio-économiques attendus pour le territoire. Donc ça, il y a vraiment un besoin de renforcer l'association du public très en amont des projets. Et à l'inverse, une fois que le fuseau de moins d'impact est arrêté, il faut aussi continuer. Certains publics, en particulier le groupe citoyen, nous a dit il faut aller vers les publics concernés, que ce soit les agriculteurs qui sont souvent les premiers impactés hein, par ces installations de lignes aériennes, mais vraiment aller à l'écoute des préoccupations. On a vu que les préoccupations de santé environnementale notamment restent très prégnantes. Donc il y a un besoin d'aller au-delà de toutes les procédures réglementaires pour poursuivre l'information et la participation du public à l'échelle du projet et que le schéma doit permettre de préciser comment va être articulée cette phase d'information et de participation du public entre le schéma et chacun des projets qui en sera une émanation. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de nos recommandations, mais elles sont vraiment peu nombreuses, mais très importantes. Merci beaucoup Isabelle et merci à toute l'équipe du débat d'avoir partagé ces éléments et de vous avoir restitué les différentes parties. Donc je rappelle que ces documents, vous les trouvez dès à présent sur le site du débat. Il y a tout un onglet qui s'appelle les enseignements du débat public où vous allez pouvoir retrouver le compte rendu, le bilan du débat, mais aussi les verbatims de rencontres publiques, les vidéos, l'avis du groupe citoyen. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet du débat où vous trouverez toutes ces ressources. C'est le moment d'ouvrir le temps d'échange pour que vous puissiez partager vos questions, vos réactions. Donc pour ça, vous pouvez lever la main. Il y a déjà des mains levées. Et mes collègues vont aussi réouvrir le chat. Donc vous pouvez aussi vous exprimer à l'écrit dans le chat.
Je précise que il y a aussi quelques membres du groupe citoyen, quelques étudiants et étudiantes, donc vous aussi, n'hésitez pas à vous exprimer. Je vais prendre peut-être deux prises de parole pour démarrer, Monsieur Lacombe et Monsieur Sartori. Allez-y, Monsieur Lacombe. Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui, Je suis là ce soir au titre citoyen, hein. J'ai participé à plusieurs réunions et je souhaitais m'exprimer ce soir sur les conclusions du débat, hein. Je ne refais pas le débat, juste les conclusions du très débat bien. qu'on a entendu ce soir. Je crois que la commission du débat public a manqué un point hyper important, le cadre légal de la publication des documents, notamment le format de ce qui nous était proposé dans le cadre de ce débat. Parce que beaucoup, pas toutes, mais beaucoup de recommandations qui sont faites sur l'implication, l'information du public relèvent en réalité de la communication des données. Je fais référence au livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration. RTE, c'est une administration comme une autre, du point de vue de ce code, et donc les documents qu'elle produit doivent respecter la loi. Il fallait donc que les infographies, les tableaux, les courbes, les cartes qui étaient présents dans les documents du maître d'ouvrage soient publiés dans un format réutilisable. Ça n'a pas été le cas puisque vous-même, quand vous avez élaboré Cartelec, vous avez bien vu les difficultés qu'il y avait d'accéder à certaines connaissances et c'est une difficulté que nous rencontrons en fait à de nombreux moments. Alors certes, le maître d'ouvrage a dit qu'il publiait beaucoup de données, ça a été dit notamment lors du webinaire du 11 décembre, et il a assuré qu'il en publierait encore plus bientôt. Mais vu que la loi a 10 ans, il n'est plus question de recommander ou de rechercher des moyens d'informer le public ou de se questionner sur ce qui devrait être fait. Ça aurait dû être un réflexe avant le débat public. Parce que même si le document il est en débat, tout ce qui sous-tend sa réalisation est connu depuis un moment. Quand on demande une clarification sur l'impact environnemental, en réalité du réseau actuel, en réalité il faudrait disposer de son état complet, son âge, les travaux passés, etc. Tout ça nous ne l'avons pas. Donc je souhaitais rappeler ce point. Je suis très surpris que la CPDP ne l'ait pas relevé dans l'état des lieux, parce qu'avant d'entrer dans le débat de fond, il fallait se questionner sur le format du document qui était proposé. Il y avait très peu de Et- vulgarisation possible. Donc je souhaitais Merci. rappeler ce point. Ça répond à l'articulation aussi avec les 3 RENR. Le sujet n'est pas nouveau. J'ai participé il y a 7 Je vais ans, je vous m'en inviter à souviens. conclure si J'y est viens, possible. j'y viens, Voilà, j'y viens. merci. Mais en tout De- cas, j'ai bien noté la question sur les données. On laissera l'équipe du débat réagir. Peut-être juste un mot pour. Oui, depuis 7 ans, moi je participe à des concertations sur les S3 RENR. Ce point, toujours le livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration, il est soulevé dans ces consultations parce que les S3 RENR, ils répondent aux mêmes normes. Est-ce que vous On pouvez juste nous rappeler, nous préciser ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas du tout ce que ces consultations? Et puis, C'est le même principe que ce qu'on a rencontré sur le schéma. Le SDDR, c'est des consultations qui sont ouvertes dans le cadre de la Commission nationale du débat public sur des schémas régionaux. ok. Donc, c'est finalement des gens de la région qui sont mobilisés. Mais le droit d'accès aux documents administratifs s'applique aussi, et donc on ne peut pas découvrir à l'occasion de ce débat cette loi qui a 10 ans. Voilà, Merci je souhaitais beaucoup. le rappeler. Merci. Merci, Monsieur Lacombe, c'est bien noté. On laissera l'équipe du débat réagir tout à l'heure sur la question des données et des données qui ont été mises en débat. Monsieur Sartori, Madame No, puis Monsieur Thévenet, et puis après, si d'autres personnes souhaitent s'exprimer qui ne seraient pas exprimées par ailleurs, n'hésitez pas. Allez-y, Monsieur Sartori. Oui, bonjour. Donc, Éric Sartori, pied bien, préserver l'identité environnementale de la Bretagne et des îles contre l'éolien en mer. Alors, je voudrais d'abord saluer le travail qui a été fait lors du débat et le travail sur le rapport aussi, qui est tout à fait considérable. Néanmoins, nous avons quelques questions et quelques critiques sur ce rapport que je voudrais partager ici. Au fond, la première, et qui est assez générique, c'est qu'il nous semble que les difficultés particulières que pose ARTE aux travaux de RTE, l'éolien en mer, difficultés aussi bien techno-économiques qu'environnementales, dans un contexte marin qui est plus difficile et moins en vue que ce qui se passe sur Terre, nous paraissent un peu sous-estimés et insuffisamment traités par le rapport. Je reviens sur l'aspect techno-économique. Vous ne pouviez pas passer à côté tellement l'éolien en mer représente une part importante des dépenses d'investissement prévues. Dans le rapport, il est laissé à penser que ce coût du raccordement de l'éolien en mer serait de 37 milliards d'euros, tout compris.
Cela, nous le contestons et ça a même été reconnu par RTE, qui, dans une question que nous avons posée, reconnaît que ça ne prend pas en compte l'adaptation du réseau terrestre nécessité par le raccordement de ces parcs éoliens en mer. Et donc, cette valeur nous apparaît sous-estimée. Et également, il y a des cas où RTE a été quand même un peu trop optimiste sur les coûts de raccordement, comme pour Centre-Manche. Dans cet aspect techno-économique, il y a deux éléphants dans la pièce que vous avez mentionnés dans la présentation, mais qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait traités dans le rapport. L'un, c'est les conséquences du bilan prévisionnel RTE 2025, avec, dans un scénario de décarbonation réaliste, il est présenté une baisse significative de l'éolien en mer de 7 gigawatts au lieu de 18 prévus en 2035 ou 2037 maintenant. Donc nous regrettons que cela ne soit pas mis en avant et que cela ne soit pas davantage discuté quant à ces conséquences. L'autre éléphant dans la pièce, vous l'avez mentionné dans la présentation, mais à mon avis assez peu dans le rapport, c'est aussi le paquet européen sur les réseaux. Et nous voudrions que soit précisé dans les questions, les précisions que vous demandez à RTE, que soit précisé combien ça pourrait coûter, combien ça pourrait, qu'est-ce que ça représenterait exactement, en particulier en liaison sous-marine. Et enfin, nous tenons à rappeler que pour nous, c'est un moyen de faire payer à la France, en fait, les défauts structurels des productions électriques de ses voisins, Espagne et Allemagne. Puis alors, Merci, surtout ce Monsieur qui concerne Sartory. la CNDP, Je vais vous inviter vraiment à conclure. Je vais laisser 2 minutes. ouais, non, parce que là, Vraiment, dernier laissez-moi point, encore, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres non, non, mains levées. laissez-moi encore un peu de temps, parce que c'est Ben, le point principal de la CNDP, c'est c'est 2 minutes l'environnement par quand même. intervention. Donc, dernier Sur- point, sur- s'il vous plaît. oui, ça sera le dernier point, mais sur l'environnement, euh, comment vous dire? Alors là, on sort un peu du cadre, mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas et que nous n'acceptons pas, qui est que sur un parc éolien terrestre, vous avez une espèce de rapace qui est mise en danger par le parc éolien et le parc éolien peut être interdit et c'est très bien comme ça. Pour l'éolien en mer, Saint-Brieuc, c'est 59 autorisations Monsieur de Sartory, destruction je me d'espèces permets parce protégées. qu'on sort vraiment du cadre du débat, Non, s'il vous non, plaît. Donc, d'accord. Donc voilà, voilà, c'est merci. dit. Mais on a bien pris en note Non, mais voilà, vos je le dis parce considérations. que c'est un problème Merci. quand même. L'environnement, c'est la SNDP, c'est quand même un problème grave. Nous ne Merci. comprenons pas cette Je différence de crois que vous avez traitement. pu l'exprimer, La Monsieur mer Sartory. n'est pas la poubelle de la terre. Hein. Merci. Il ne faut Monsieur pas qu'on puisse Sartory. faire en mer tout ce qui est interdit Monsieur sur terre. Sartory, s'il vous Maintenant, plaît. je vais Non, je revenir. suis désolée, Attendez, je vais vous laissez-moi demander encore de deux couper minutes. parce qu'on a plusieurs Une mains minute. levées. Non, je suis désolée, je vais vous demander Non, de couper laissez-moi et encore vous une minute. redemander la Non, main. non, attendez, c'est inadmissible. Là. Ben, Et je là, pense parce que que vous avez déjà eu l'occasion de vous ça exprimer, concerne Monsieur vraiment, Sartory. Donc, vraiment dernier point, le s'il vous plaît, rapport. sur le compte-rendu et le Sur bilan, mais RTE, pas sur d'accord. les questions d'éolien. Sur ce qui concerne RTE, la plupart des parcs éoliens en mer sont situés en face de zones Natura 2000 ou de zones remarquables par le patrimoine archéologique. C'est le cas de Bretagne Sud, qui est situé en face d'une zone dunaire exceptionnelle et des alignements de Carnac et du Morbihan qui seront traversés par à Erdeven par l'atterrage de RTE. Sur la partie protection de la biodiversité, vous vous êtes fait l'écho de Surfrider, de la position de Surfrider. Je voulais dire, c'est pas seulement la position de Surfrider, c'est la position d'énormément, et à vrai dire, de toutes les associations qui s'intéressent au problème, qui disent attention à la biodiversité quand vous arrivez, quand vous voulez raccorder sur des zones Natura 2000. Et puis, il y a la particularité des postes éoliens en mer, avec, à mon avis, au moins deux problèmes qui n'ont pas été trop traités. Il a été mentionné dans le débat, dans certains débats, qu'un poste éolien en mer, c'était une multiprise. Non, c'est une plateforme pétrolière, hein, c'est un immense immeuble. Donc ça aussi, il faudra peut-être davantage le mettre en évidence. Il a été mentionné des problèmes environnementaux qui n'ont pas été, que je n'ai pas vu repris dans le rapport, notamment l'isolation électrique par SF6 et la protection contre la corrosion par des anodes sacrificielles. Ce sont aussi des sacrés problèmes de pollution qui n'ont pas été pris dans le rapport. Et autre problème qui n'a pas été repris, le bruit en milieu sous-marin.
notamment avec ce qui s'est passé avec Gila, et également la sensibilité au champ électromagnétique dont vous avez un peu discuté. Mais tous ces problèmes-là, avec les séquences ERC, il faut le dire, c'est beaucoup plus compliqué en milieu marin et en milieu sous-marin que sur Terre. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment insister là-dessus. Et vous me Merci, permettrez Monsieur de Sartori. terminer, là, c'est Je terminé suis par désolée, une là, il faut vraiment situation, terminer parce par, que sinon ouais, les autres par n'ont une pas de temps de parole. citation, par une citation de RTE lui-même. Il dit: le milieu marin reste relativement méconnu comparativement au milieu terrestre et l'évaluation des impacts potentiels des activités de RTE présente encore des incertitudes. Eh bien, nous aimerions que RTE soit un peu plus interrogé et challengé sur ces incertitudes. Merci, Voilà, Monsieur merci. Sartori. Je Oui, vais maintenant laisser la parole à Monsieur Thévenet, peut-être à Monsieur Ferré. Madame No, vous êtes de la même association que Monsieur Sartori, donc je vais peut-être privilégier des personnes qui ne sont pas encore exprimées. Je vous donnerai la parole ensuite. Allez-y, Oui, Monsieur. bonjour, Pascal Thévenet, donc je m'exprime en tant que citoyen et autrement, je suis également un des administrateurs de la Maison de l'Europe Paris et donc je me pose des questions sur le problème des interconnexions au niveau européen. Alors tout d'abord, est-ce que le même exercice qui est mené en France existe au niveau de nos voisins européens? Est-ce qu'il y a une articulation justement entre ces différents exercices au niveau européen en ce qui concerne les besoins, la production et donc le réseau qui va en découler? Une autre question que je me Alors, je pose. me permets parce que je vais clarifier peut-être les règles du jeu pour tout le monde. Le débat est terminé, le compte-rendu a été publié, le bilan également. Donc là, ce soir, comme vous l'avez vu, on n'est vraiment pas dans le temps où on pose des questions sur le projet ou des questions de fond. Le débat est terminé, hein. Ces temps, ils ont été nombreux, il y a eu énormément de rencontres. Tous ces chiffres ont été présentés. Donc, je vais vraiment inviter Oui, les personnes qui lèvent la main à poser des questions, s'il vous plaît, ou à réagir sur les enseignements du débat. C'est vraiment une consigne pour le webinaire de ce soir. On est dans le moment de présentation du compte rendu. Je l'ai dit en introduction, on refait pas le match, le débat est terminé. Donc, s'il vous plaît, les oui. prises de parole plutôt en réaction à ce qui vient de vous être présenté. Vous pouvez bien sûr dire, ben voilà, sur certains aspects, il y a des Ça m'est peut-être mais, échappé, ça m'est peut-être échappé en, justement en en tout cas, on peut conclusion, pas vous mais apporter des éléments de ça peut être réponse parce que le débat est terminé. ça peut être Voilà. une question que je pose, hein. Je n'affirme En pas tout qu'il y cas, a voilà, quelque on chose, hein, va c'est tout. absolument. Je prends la C'était à question titre de des questionnement, interconnexions, ça justement. peut nourrir la question de la Voilà. concertation continue. Je voulais juste rappeler un peu le cadre. C'est Voilà. plutôt en ce sens, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une prise en compte au niveau européen, si ça m'a échappé. Maintenant, je vous prie de Les m'excuser si interconnexions. ça a déjà été traité, bien évidemment. Également, est-ce qu'il a été pris en compte un risque géopolitique, c'est-à-dire s'il y avait un risque de guerre, de destruction, pour que chacun, en tout point, puisse être approvisionné en énergie? Risque géopolitique et la question des interconnexions au niveau européen, en tout cas. Voilà, les questions pourront bien sûr nourrir la phase de concertation continue, mais s'il vous plaît, prioritairement, n'hésitez pas à vous exprimer en lien avec ce qui vous a été présenté, notamment si vous avez participé au débat, est-ce que vous retrouvez les différents arguments, etc. Merci beaucoup, Monsieur Tavenet, c'est bien noté pour ces deux sujets. Peut-être Monsieur Ferré. Et puis n'hésitez pas. Et puis après, je donnerai aussi la parole à ma collègue Claire pour voir s'il y a des éléments qui doivent être partagés sur le chat. Oui, bonsoir, Maxime Ferré pour l'Union française de l'électricité. Alors, déjà simplement pour remercier toute l'équipe du débat, hein, pour ces nombreux échanges qui ont eu lieu là, ces derniers mois. Merci également à RTE qui a pu intervenir à de nombreuses reprises pour apporter ces éléments de pédagogie. Juste en réaction à chaud là, de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut tous se satisfaire du lien qui semble avoir été fait entre les participants du débat, entre le réseau et l'électrification des usages, qui est, comme vous l'avez bien rappelé, c'est un levier qui est majeur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et c'est aussi un moyen pour renforcer la compétitivité des entreprises et à la souveraineté industrielle du pays. Donc, très satisfait que ce lien puisse être identifié. Finalement, c'est aussi meilleure compréhension du rôle du réseau de manière générale qui, je pense, a pu être atteinte. Et puis le rôle du SDDR dans ce cadre-là qui est absolument primordial comme stratégie de long terme. Donc merci voilà, d'avoir soulevé ces points-là, d'avoir aussi soulevé là, les enjeux d'information que vous avez pu identifier qui sont effectivement primordiaux. Il y a de la pédagogie à apporter à toutes les personnes qui vont voir ces projets de réseau arriver près d'eux. Et voilà, je pourrais juste finir peut-être par une question. Alors
Vous aviez dit que vous poseriez comme question à RTE une question sur les 1% qui augmenteraient sur la facture des ménages, donc sur la parture qui, je le rappelle, représente un tiers de la facture des ménages. Vous avez demandé jusqu'à quand est-ce que ça s'appliquerait. Alors, à ma connaissance, la CRE avait effectué ses calculs sur ses prévisions de long terme et avait estimé que cette hausse aurait lieu chaque année jusqu'en 2040. Donc, si la question c'était bien jusqu'à quand, pour moi, c'est jusqu'en 2040 que la CRE a pu émettre ses prévisions. Donc, voilà, je voulais être sûr que c'était bien ça la question. Et encore merci. Merci beaucoup et merci pour votre partage. Avant de relancer les mains levées, je les ai bien vues, merci. Et puis il y a aussi une question du chat. Je vais proposer peut-être à Francis Bossière de réagir à ces premiers points sur la question des données, sur la question de l'éolien en mer, sur la question des interconnexions, des risques géopolitiques. Donc de réagir aux différents points et puis peut-être de préciser ce qui va se passer après le débat. Oui, oui, merci. En fait, comme Sophia l'a bien rappelé, ce soir, on vous présente un compte-rendu et on est attentif aux observations que vous avez à faire à propos du compte-rendu. Donc, Monsieur Sartori, vous avez consacré une partie de votre intervention, effectivement, à des remarques ou à des critiques sur la façon dont on avait relaté. Ça, on est dans le sujet. Je voudrais dire que ce soir, ce webinaire n'est pas un point final. Ça me paraît très important quand même à retenir. On va avoir ensuite une concertation continue avec RTE et toutes les questions que vous posez à RTE et non pas à nous, membres de la commission qui, je vous le rappelle, sommes absolument neutres par rapport au SDDR, toutes les questions que vous posez à RTE les entend puisque RTE est présent parmi les participants à ce webinaire et d'autre part, nous les enregistrons également. Donc on va reporter ces questions à RTE et certainement elles feront partie du programme de cette concertation continue. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, bien sûr, nous n'avons jamais eu la prétention d'avoir fait un compte-rendu parfait. Je ne sais même pas ce que veut dire la notion de perfection dans ce domaine. Ce que je voudrais dire, c'est que chaque débat public est absolument unique. Il y a beaucoup de constantes, mais chaque fois, les équipes apprennent. Et elles apprennent des choses qu'elles essayent de reporter sur les débats à venir, effectivement, pour corriger certains défauts qui pourraient apparaître. Et ce sont ces défauts que nous attendons de vous ce soir. Voilà, donc tout ça pour dire que Sophia a bien raison de dire que ce qui nous intéresse, c'est votre réaction au compte-rendu et non pas au SDDR, mais nous enregistrons absolument toutes les questions posées à RTE parce qu'on va les resservir en quelque sorte lors de la concertation continue. Voilà ce que je voulais dire. Et alors, on va entendre maintenant les autres remarques, mais c'était un point de méthode en quelque sorte entre nous ce soir. Voilà, merci Sophia. Merci Francis pour les précisions. Je vais laisser la parole à ma collègue Claire qui va relayer les questions du chat et puis ensuite Madame Nou si vous voulez bien. Mais d'abord Claire, peut-être pour les questions du chat. Oui, merci Sophia et merci aux personnes qui ont partagé des questions dans le chat. J'en profite, n'hésitez pas pendant la suite des échanges si jamais vous ne souhaitez pas vous exprimer à l'oral, mais quand même avez souhaité partager une question ou une remarque à vous en saisir pour qu'on puisse la relayer ensuite. On avait seulement 2 questions qui ont été partagées à ce stade. La première qui interroge par rapport, enfin je rebondis sur ce que vient de dire Francis, qui questionne la plateforme qui sera utilisée pour la concertation continue. Comment est-ce que les personnes peuvent être informées des suites du débat, peut-être le préciser. Et enfin, une personne qui s'interroge sur le fait que les recommandations de la CNDP ne portent que sur l'information, la lisibilité, la communication sur les données et pas sur le fond du schéma en lui-même. Et qui s'interroge sur pourquoi est-ce que le compte-rendu porte essentiellement sur ça et pas sur le fond, justement. Est-ce que ça veut dire que le fond n'est pas à remettre en question par rapport à ce qui a été mis en débat? C'est la question que posait la personne. Merci Claire. Alors avant de passer la parole à Madame No, peut-être juste Francis pour préciser le point sur justement le cadre du débat et bien les recommandations du compte-rendu qui ne doivent pas porter sur le fond puisque c'est le mandat même de la CNDP. Peut-être un mot de précision à ce sujet. Oui, absolument. Mais au fond, depuis le début de ce débat, on rappelle régulièrement les valeurs de la CNDP. Alors, ces valeurs de la CNDP, nous, dans la commission, on a signé une charte, en quelque sorte, de respect de ces valeurs. Il y a 2 valeurs essentielles, c'est l'indépendance et la neutralité.
Il y en a d'autres, mais je pense que les plus importantes en termes de conduite de débat public sont celles-là. La neutralité, ça veut dire que nous, on n'est pas là pour promouvoir le SDDR et on n'est pas là non plus pour le déglinguer. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est effectivement d'informer, de faire en sorte que RTE et nous-mêmes portions de l'information au public, de telle façon que les publics puissent réagir à ces informations et nous recueillons leurs paroles. Ça, c'est la neutralité. L'indépendance, ça veut dire que ce n'est pas RTE qui conduit le débat public. Nous sommes absolument libres de tout développement, de toute modalité dans le débat public. Ça, c'est une différence essentielle avec une concertation. Une concertation préalable, eh bien, c'est le maître d'ouvrage qui garde la main et il est simplement observé par des garants de la CNDP qui vérifient que l'information arrive bien au public. Bon, donc sur ce sujet-là, effectivement, nous n'intervenons pas dans le SDDR. Et c'est pour ça que toutes les questions que vous posez sur le fond, c'était celle de l'interconnexion tout à l'heure, eh bien, c'est une question à laquelle RTE aura possibilité, évidemment, de répondre. D'ailleurs, une question qu'on a posée, on a quand même consacré une rencontre territoriale spécifique aux interconnexions à Strasbourg. Voilà, où ce sujet, effectivement, a pu être abordé. Bon, en ce qui concerne les données, Monsieur Lacombe, on a bien noté que vous étiez intervenu sur ce sujet lors d'un webinaire que j'ai présent en mémoire, en effet, et c'est un sujet qui s'adresse évidemment plutôt à RTE. Alors certes, peut-être, nous ne l'avons pas pointé dans notre compte-rendu, mais c'est évidemment une question qui s'adresse à RTE. C'est une question assez large, parce qu'il n'y a pas que RTE, très probablement, qui soit dans ce cas de figure. Voilà. Alors, nous enregistrons ce soir tout ce que vous êtes en train de nous redire. On y apporte une attention toute particulière, parce que c'est ça qui va nourrir, en quelque sorte, la suite, et c'est ça qui nous fait aussi, à la CNDP, apprendre une nouvelle étape de débat public. Et comme le faisait remarquer Isabelle tout à l'heure, un plan-programme, ça n'est pas la même chose qu'un projet, et un programme sur un grand réseau comme celui-là, c'est aussi quelque chose d'un petit peu nouveau, finalement, pour la CNDP. Peut-être aussi qu'un débat public sur le schéma électrique, c'est aussi un peu nouveau pour RTE. Voilà, Merci, Sophia. Francis. Merci Francis pour ces précisions. Il y a une question aussi sur qu'est-ce qui va se passer après, les liens vers les plateformes, etc. Ce que je vous propose, c'est que on va y venir dans la phase de conclusion, puisque l'équipe du débat va vous dire un mot sur qu'est-ce qui va se passer après, et notamment les prochaines phases de consultation du public à travers ce qu'on appelle la concertation continue. Donc je pense que l'équipe du débat aura l'occasion tout à l'heure en conclusion de vous présenter ça. Je vois aussi des réactions de membres du groupe citoyen. Si vous voulez prendre la parole à l'oral, n'hésitez pas. C'est aussi le moment de revenir sur votre expérience, votre retour sur le compte-rendu. N'hésitez pas à vous exprimer. Et Madame No, je vous propose de vous laisser la parole, s'il vous plaît, hein, comme rappelé, en lien avec les éléments du compte-rendu et du bilan. Merci beaucoup. Merci Madame Alamette. Je voudrais saluer évidemment la qualité de l'information qui a été mise en ligne sur le site par la CNDP. On y trouve des vidéos, des verbatim, etc. C'est très précieux et c'est les éléments qui permettent d'alimenter votre rapport. Il y a eu le 7 octobre, au sein des Océans Atlantiques, une table ronde autour du poste électrique en mer et du raccordement. Voilà, avec une participation à distance. Et contrairement aux autres webinaires ou tables rondes, il y a mis en ligne actuellement sur le site uniquement une vidéo. Et il n'y a ni verbatim de la réunion, ni présentation des intervenants. Donc ma question était, est-ce que le contenu de cette table ronde est pris en compte de la même façon que celui des autres tables rondes? Voilà, est-ce que cette table ronde a le même statut que les autres et un petit peu, voilà, pourquoi on n'y trouve pas les mêmes éléments que sur les autres tables rondes? Voilà, une question très concrète et certes je dirais pas de grande ampleur, mais qui donc, voilà, nous intéresse. Merci. Merci Madame No. Peut-être un élément de réponse à ce sujet, parce que effectivement c'était un partenariat, il me semble, donc ce qui explique que les modalités étaient un petit peu différentes. Mais Francis, ça vaut le coup peut-être d'avoir une explication à ce sujet. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. En fait, dans le cours de ce débat, à 2 reprises, on a été invités. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avions construit en quelque sorte cette séquence au Pouliguen.
C'est à ça que vous faites allusion. Donc en réalité, on a été invité et j'ai pensé que c'était un bon endroit précisément pour aborder la question du raccordement et du parc électrique en mer, ce qui a permis à ce jour-là, d'ailleurs, à Monsieur Sartori de dire que ça ressemblait plus à une plateforme pétrolière qu'à une multiprise. Bon, donc en réalité, effectivement, nous avons dépendu du verbe dépendre, c'est comme ça qu'il faut dire, nous avons dépendu de la communication des océans et non pas de la nôtre. En revanche, ce qui a été dit à l'occasion de cette séquence, effectivement, nous l'avons entendu et nous en avons tenu compte. En revanche, je dois quand même rappeler que tous les projets de parcs éoliens en mer ont fait l'objet de débats publics spécifiques, y compris le dernier sur toutes les façades qui s'appelait La mer en débat. Et qu'aujourd'hui, il y a sur les DSF des concertations continues. Ça veut dire que ce sujet des raccordements n'est pas un sujet du tout mineur du point de vue des activités de la CNDP, puisqu'il y a plusieurs concertations continues, qu'il y a eu plusieurs débats publics. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, dans ce débat sur un schéma national à horizon de 15 ans, on n'a peut-être pas mis l'accent que vous auriez attendu sur ces raccordements. Mais je pense qu'on peut aussi prendre en considération l'ensemble des activités de la CNDP en matière de débat, qui a donné évidemment toute une place au raccordement. Et cette place reste, puisqu'en réalité, toutes ces concertations continues peuvent aborder de nouveau la question environnementale posée par les raccordements. Voilà. Donc je pense avoir à peu près répondu en remettant dans le contexte ce qu'étaient pour nous les océans au Pouliguen. Voilà, madame. Merci Francis pour les éléments de précision. Il nous reste encore un petit peu de temps si certains d'entre vous veulent réagir sur les éléments du compte-rendu, du bilan. Je laisse encore quelques minutes de réaction. Merci d'avoir partagé aussi des éléments dans le chat. On a bien vu le retour notamment d'un membre du groupe citoyen. C'est intéressant, encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer. En attendant peut-être d'autres mains levées, Monsieur Lacombe, rapidement s'il vous plaît. Oui, un sujet tout à fait différent. Je n'ai pas vu dans le document que vous nous avez présenté les statistiques de la plateforme participative. Il y a eu beaucoup d'indicateurs sur l'usage des outils que vous avez mis en ligne, mais je crois que la plateforme participative, on n'a pas vu le nombre de questions posées, etc. Est-ce que vous prévoyez de l'ajouter peut-être? Absolument. Alors, c'est des choses qui figurent dans le compte-rendu, puisque tout n'a pas été... Enfin, je parle sous couvert de l'équipe du débat, je laisse volontiers l'équipe du débat prolonger. Vous le verrez dans le compte-rendu, il y a normalement les données sur les chiffres de la plateforme participative. Et cette plateforme participative, il y a aussi des éléments de verbatim de la plateforme participative qui, comme l'a rappelé l'équipe du débat, est vraiment un outil à part entière. Donc voilà, les questions-réponses, les avis, les commentaires ont bien été étudiés. Ils ont fait l'objet d'une synthèse détaillée. Ces éléments, normalement, en tout cas, les éléments chiffrés figurent dans le compte-rendu sur le site du débat. Je vois le 376 contributions, page 18. C'est à ça que vous faites référence peut-être? Je pense, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on va vérifier l'information et vous répondre très vite dans le chat. En tout cas, je pense que la donnée est dans le compte-rendu. Effectivement, il y a eu pas mal de questions-réponses, pas mal d'avis et de commentaires. Et encore une fois, tous ces éléments ont bien été analysés, restitués. On fait l'objet aussi d'une synthèse dédiée qui a permis de nourrir le compte-rendu. Au même titre que les autres outils du débat, d'ailleurs, les outils numériques dont il a été question, Cartelec et les quiz, qui ont aussi fait l'objet de synthèse. Puisque je rappelle, tous les outils dans le cadre de débat public font l'objet de restitution des différents arguments pris en compte. Mais je vais laisser, on va vous donner les éléments peut-être dans le chat rapidement pour pas vous dire de bêtises sur les chiffres. Bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions sur le compte-rendu? Est-ce que des personnes qui se sont exprimées dans le chat veulent prendre la parole? Monsieur Moutet. Alors, Monsieur Moutet, je vois un emoji qui est des applaudissements, mais peut-être que c'est une main levée de votre part. Est-ce que Monsieur Moutet veut s'exprimer? Si oui, n'hésitez pas à activer votre micro. Allez-y, Monsieur Moutet. Oui, je veux m'exprimer. Allez-y. Sur le débat public de la ligne haute tension sur le Camargue qui doit arriver à Fos. Le débat public s'est terminé. Nous avons eu
les rapports, sauf que pour l'instant, nous ne sommes toujours pas au courant de comment elle va passer, comment elle va se faire, si elle va se faire. On est toujours dans l'incertitude, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir et si elle va servir vraiment à quelque chose, parce que pour l'instant, les industries, on n'est pas encore sûr qu'elles arrivent à FOSS. Voilà. Merci. Alors là, je me permets de répondre parce que vous faites référence à un autre débat, qui est le débat public sur l'avenir industriel du territoire Fosbar-Provence. Donc là, on va vous mettre peut-être dans le chat tout le site internet dans lequel vous pourrez retrouver les informations, donc qui est le cadre d'un autre débat. Je ne sais pas si l'équipe du débat souhaite dire un mot, mais Monsieur Moutet, a priori, vous allez recevoir et avoir toutes les informations sur le site dédié à ce débat public qui s'est aussi terminé récemment. Je me tourne vers l'équipe du débat. N'hésitez pas à compléter, réagir si vous le souhaitez. Super, merci Monsieur Lacombe, vous avez été ultra efficace. Monsieur Sartouri, peut-être un dernier mot, bien sûr le compte-rendu et le bilan, s'il vous plaît. Allez-y, vous avez là. Ah ouais. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Sartori? Ah oui, pardon, je ne sais pas. Oui, Monsieur le Président Bossir a mentionné des consultations continues sur les documents stratégiques de façade. Alors, je dois dire qu'on essaie de suivre un peu tous les débats, mais Oui. celui-là nous a un peu échappé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez préciser ce qui se passe? Alors, Alors, il y a plusieurs débats publics en même temps, là. On parle oui, oui, c'est C'est bien, ça. vous suivez l'actualité des débats CNDP. Il y a l'avenir industriel en débat sur la zone de Fosse. Francis, est-ce que tu souhaites dire un mot sur le débat sur la... Alors, à la suite du débat public qui s'est appelé la mer en débat, qui concernait toutes les façades, effectivement, l'État a donné sa réponse et puis il y a eu des concertations continues. Une concertation continue par façade, une en Normandie, une pour la Bretagne, une pour Nouvelle-Aquitaine et une pour la Méditerranée. Donc ces concertations sont en cours. Donc si vous allez sur les sites de la CNDP, vous allez trouver effectivement les informations qui vous permettent de vous raccrocher. Mais vous avez raison, c'est assez foisonnant. Si je prends l'exemple de Nouvelle-Aquitaine, il y a à la fois une concertation sur Oléron 1 et 2, plus une concertation sur les documents stratégiques de façade à la suite de la mer en débat. Donc c'est vrai que les sujets relatifs au raccordement ont toute leur place dans ces concertations continues, mais quelquefois il faut effectivement s'y retrouver, s'y retrouver. Vous avez raison. Mais bon, reprenez contact avec la façade Bretagne pour cette concertation continue et vous allez pouvoir y intervenir. Ok, très Absolument. bien, merci. Merci de vous intéresser au débat public, aux différents débats publics. Monsieur Moutet, on ne sait pas qu'on ne peut pas parler du débat de Fosse, c'est juste que on termine un débat qui portait sur l'avenir du réseau électrique et du coup on a bien noté vos questions, vos interrogations. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à consulter le site du débat public, vous allez avoir toute l'actualité. Francis, je ne sais pas si tu veux dire un mot à ce Oui, sujet. Vas-y. oui, à ce sujet, Monsieur Moutet, effectivement, il y a une concertation continue qui a été lancée suite au débat public auquel vous avez fait allusion, et la CNDP est donc impliquée dans cette concertation continue. C'est la même chose, il y a aussi un site. Je sais que ce soir, il y avait très probablement dans les participants à notre webinaire de clôture des représentants des Bouches-du-Rhône et de ce débat public. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, là, évidemment, c'est un peu hors sujet. En revanche, je pense qu'il y a une connexion intéressante entre un schéma décennal à 2040 et la mise en œuvre concrète d'un certain nombre de projets. Et c'est vrai que le projet de Fos-sur-Mer est à la charnière entre ce débat décennal d'intérêt général et puis des projets particuliers. Donc en fait, rapprochez-vous de la concertation continue qui a lieu actuellement dans les Bouches-du-Rhône à propos de ce projet à Fos-sur-Mer.
Merci Francis pour les éléments de réponse et merci pour votre intérêt pour les différents débats. Je précise que sur le site de la Commission nationale du débat public, par mots-clés, vous allez aussi pouvoir retrouver toutes les fiches projets des différents débats auxquels on fait référence parce que comme l'a dit Francis Bossir, les sujets sont foisonnants et se regroupent. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la CNDP directement, à taper les noms des projets, les noms des mots-clés. Vous allez arriver aux différentes fiches projets qui vous permettront de retrouver tous ces éléments. Euh, Peut-être sur les demandes de clarification, il y avait un message du chat sur les demandes de précision. Peut-être de ce que je comprends de la question qui a été posée sur le chat, qu'est-ce que ça veut dire finalement ces questions de recommandations, de demandes à précision? Est-ce que Isabelle souhaite dire un mot à ce sujet pour bien clarifier de quoi il s'agit concernant les recommandations qui sont faites pour RTE? Et les... Oui, merci Sophia. C'était pour répondre effectivement à la question de Didier de Zone Citoyen, pour dire que nos recommandations portent effectivement sur la poursuite de l'information de la participation du public, mais tout ce qui a été l'objet de controverses ou de points à clarifier dans le cadre du débat, ça fait l'objet de nos demandes de précision qui ont été détaillées ce soir point par point hein, par mes collègues de la commission particulière des débats publics. Ces points-là, vous les retrouvez dans notre compte-rendu. Ce sont toutes les demandes de clarification. Donc, on traite bien évidemment du fond sans prendre parti de notre point de vue de CPDP, mais on n'oublie pas de traiter toutes les questions que vous, en tant que public, vous avez soulevées, bien évidemment. Ça demande à RTE, c'est pour ça qu'ils ont aussi quand même 2 mois maintenant pour travailler leur réponse, ça demande à RTE de répondre de manière tout à fait circonstanciée à tout ce qui soit vous a paru controversé, soit vous a paru manquer de clarté. Et j'espère que, d'après ce que vous avez vu dans notre compte-rendu, ou de ce que vous lirez dans notre compte-rendu en détail, vous verrez qu'on devrait ne pas avoir oublié de points de clarification à demander à RTE. Merci pour ces précisions. Je vois qu'il n'y a plus de main levée. Je vous propose... Ah, si Monsieur Lacombe, peut-être une dernière réaction. Pardon, je ne Pas sûr vous avais pas d'avoir. vu. Et si d'autres personnes veulent s'exprimer, on peut laisser encore 5 minutes. Mais allez-y, Monsieur Lacombe, peut-être pour une dernière réaction. Je suis pas sûr d'avoir bien compris le concept de concertation continue. Ça veut donc dire que les outils en ligne restent en ligne et on contribue sur les mêmes plateformes sans changement. C'est bien ça? Eh ben, écoutez, vous faites une parfaite transition, Monsieur Lacombe, parce qu'on a une diapo en fait à vous présenter pour vous expliquer justement sur ce qui se passe après le débat. Donc c'est l'occasion d'y venir. Ça fait une parfaite transition. Je vais vous repartager mon écran pour qu'on arrive justement à vous expliquer en fait les différentes phases de consultation, puisque après le débat, peut-être Francis Bossir va nous expliquer ce qui se passe justement après ce débat et notamment clarifier ces questions de concertation continue, d'outillage, etc. Le micro est coupé, oui, voilà. Voilà, le micro est découpé. Euh, En fait, après notre compte-rendu, RTE dispose tout au plus de 3 mois pour apporter une réponse, c'est-à-dire répondre aux questions qu'on lui pose. Et comme l'a dit à l'instant Isabelle, ces questions relèvent de 2 familles, des questions qui portent sur des précisions, des explicitations sur le LDDR lui-même, et d'autre part, des questions qui portent sur la relation de RTE avec les publics. Bon, 3 mois tout au plus. Ça pourrait très bien être la semaine prochaine si RTE se dépêche. Bon, en réalité, c'est 3 mois. À l'issue de ces 3 mois, nous aurons à la commission à dire ce que nous pensons de la réponse de RTE. Alors tout ça est formalisé. Moi, je vous le dis en termes familiers ce soir. Et à partir de ce moment-là, une concertation continue va être lancée par la CNDP de façon tout à fait officielle, avec 1 ou 2 garants ou garantes pour assurer la continuité en quelque sorte jusqu'à un moment précis qui est le lancement de la PPVE, c'est-à-dire la participation du public par voie électronique, PPVE, qui est à la main de RTE. Donc, la différence entre le débat public et les concertations, qu'elles soient préalables ou continues, c'est-à-dire post-débat public,
c'est que dans les concertations, c'est la maîtrise d'ouvrage qui a la main sur ce qu'elle organise, avec le contrôle de garant de la CNDP. Et dans le débat public, comme je le disais tout à l'heure, c'est la CPDP, sous l'autorité de la CNDP, qui a toute liberté pour organiser le débat public. Alors, il va y avoir effectivement une continuité, c'est la question que vous posez, Monsieur Lacombe, en termes opérationnels, finalement. Il va y avoir une continuité par le site internet du débat public, et puis je pense que ce sont les garants de la concertation continue qui vont mettre au point avec RTE finalement les modalités d'information du public et de recueil de la parole du public pendant cette période de quelques mois avant la PPVE. Et la PPVE, c'est à nouveau RTE qui aura la main sur cette consultation par voie électronique. Voilà, est-ce que c'est un peu clair ou est-ce que Isabelle, tu souhaites préciser des choses ou rentrer un peu plus dans le détail? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a toujours une articulation entre le débat, la concertation continue, et tout ça est effectivement très, très normé. Hein, c'est le Code de l'environnement qui décrit toutes ces étapes-là. Ce qui est important, c'est que le public ait à chaque fois des réponses aux questions qu'il a posées. C'est la raison pour laquelle la question qui a été posée tout à l'heure, la CPDP ne prend jamais position sur le fond, mais elle relaie les questions et elle demande des précisions sur le fond. Voilà. Et sur la forme, Francis a très bien décrit ce qui va se passer ensuite. Donc, je pense que maintenant, c'est plus clair pour tout le monde. L'idée étant que le public a le droit d'être informé et de participer à l'élaboration de la décision qui, dans le cas présent, in fine, va revenir à RTE. Oui, c'est ça. Là, ce que tu précises un peu, Isabelle, ce qu'est la neutralité. J'ai bien vu la remarque qui a été faite par quelqu'un en disant entre promouvoir et déglinguer, il y a de la marge. C'est très exactement ce que Isabelle vous a présenté. Cette marge, c'est la capacité de la commission particulière du débat public à interpeller RTE en disant, écoutez, là, c'est très simple, les gens n'ont pas compris quel était le sujet, ou là, les gens trouvent qu'il y a un déficit d'informations qui ne leur permettent pas de comprendre de quoi ils retournent, et à ce moment-là, nous demandons des précisions. Quelquefois, RTE, peut-être, RTE ou SNCF Réseau ou n'importe quel autre maître d'ouvrage, finalement, ou l'État, tout simplement, dans le cas des parcs éoliens en mer, finalement, n'a pas répondu à des attentes. Et c'est à ce moment-là que la commission particulière formule des demandes auprès de la maîtrise d'ouvrage. Donc effectivement, entre déglinguer et promouvoir, il y a toute une marge qui fait le fond de commerce, en quelque sorte, du débat public. Et peut-être pour répondre à la question de l'outillage sur la plateforme du débat, donc comme Francis et Isabelle vous l'ont présenté, Monsieur Lacombe, c'est pas tout à fait les mêmes outils puisque là la procédure de débat public elle est terminée. Donc la plateforme participative qui a recueilli 379 contributions comme vous l'avez bien vu, elle est désormais fermée. Je précise qu'elle reste accessible au public pendant une durée de 3 ans, c'est-à-dire que tous les avis, commentaires, questions, réponses qui ont été publiés sur cette plateforme sont encore accessibles. Et après ces 3 ans, il y a un archivage qui est fait de la part de la Commission nationale du débat public qui garde trace des différentes contributions. Le site du débat il va être mis à jour, notamment pour publier le compte-rendu, le bilan, ils sont déjà, mais aussi la décision qui sera prise par RTE à l'issue du débat. Donc, ces documents seront rendus publics. Et après, les modalités de la concertation continue, elles seront précisées un petit peu plus tard quand déjà les garants et les garantes qui vont suivre ce processus seront nommés. Pour bien suivre ces informations, on vous invite à la fois à vous inscrire ou à rester inscrit à la newsletter du débat, mais aussi à vous abonner aux réseaux sociaux, à la newsletter de la Commission nationale du débat public, parce que c'est aussi à travers les documents d'information de la CNDP que vous, en tant que participants et participantes, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur les étapes d'après. C'est un peu le continuum de la participation, donc n'hésitez pas à aller bien vous abonner à la newsletter de la Commission nationale du débat public, à suivre les réseaux sociaux, parce que la communication, elle se fera aussi au travers de la CNDP, et puis les garants et garantes pourront un peu présenter les différentes modalités qui auront été retenues. Donc sur l'outillage, c'est encore trop tôt. Ce qui est sûr, c'est que le débat public est terminé. La plateforme participative du débat telle qu'elle a été
aujourd'hui, enfin, telle qu'elle a été présentée dans le débat, elle est aujourd'hui complètement clôturée. Mais n'hésitez pas à bien rester informé via les canaux de la CNDP pour suivre un peu tout ce qui va se passer après. Peut-être Francis, je laisse le mot de la fin à l'équipe du débat et pour clôturer ce temps de présentation du compte-rendu et du bilan et puis vous dire, parce que ça a été rappelé par Anaïs Lefranc-Morin, que évidemment ce soir vous avez une présentation de ce bilan et ce compte-rendu. Ce sont deux documents qui sont publiés sur le site du débat dans une page, les enseignements du débat, et qu'on vous invite vraiment à lire dans leur intégralité. Le compte-rendu fait près de 100 pages, donc évidemment tout n'a pas été présenté ce soir, même si les grands éléments y sont. Donc n'hésitez pas à aller lire ce compte-rendu, à aller vous l'approprier pour prolonger. Et Francis, je laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est assez simple. Au nom de la commission particulière et de son secrétariat général, je pense que on peut simplement remercier tous les participants qui ont apporté leur contribution. Alors, c'est toutes les personnes qui se sont manifestées, y compris ce soir d'ailleurs, tout particulièrement aussi les membres du groupe citoyen, qui étaient pour une partie d'entre eux présents ce soir à ce webinaire, et puis les étudiants qui se sont investis lourdement dans ce débat public qui les concerne, puisque 2040, ça va les concerner comme actifs et non plus comme étudiants. Donc voilà, c'est un remerciement à tout le monde. Dire que nous avons bien noté les remarques que vous pouviez faire à propos du compte-rendu lui-même. Et puis, nous avons aussi noté toutes les observations qui s'adresseront ultérieurement à RTE. Donc, un grand merci à tout le monde. Et moi, je voudrais en profiter aussi pour remercier le secrétariat général de ce débat public ainsi que tous mes collègues de la commission. On s'est investi avec enthousiasme et avec beaucoup d'intérêt dans ce débat public et j'espère que la lecture du compte-rendu vous permettra de mesurer cet investissement de notre part. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le compte-rendu, qui est en ligne, je vous le rappelle, depuis vendredi. Voilà, Sophia, ce qu'on pouvait peut-être dire pour terminer, pour clôturer, puisque au fond, c'est la dernière séance de ce débat public. Merci à toutes et à tous pour votre participation. On vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas, comme évoqué, à suivre l'actualité de la CNDP pour rester informé des suites du débat. Au revoir, bonne soirée à toutes et tous.